Comment jouer plusieurs notes ensemble maintenant? Là, parce que là, on parlait de jouer que la même note. Mais bon, c'est passionnant, mais en général, la musique, on est plusieurs et on joue plusieurs notes. Deux notes ensemble, qu'est-ce que ça donne? Vous remarquez ici, vous vous rappelez de mes fameux Fa 698 et La 880. On va les faire jouer ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Vous entendiez ce grésillement qu'il y a quand il y a les deux en même temps? Vous avez apprécié? Je vous le remets une fois. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On entend une interférence. Quelle interférence? Ben, écoutez, on reprend notre petit engin là-bas. J'ai le La qui est à 880, le Fa 698, l'enveloppe c'est 182 Hz. Paf, 182 Hz. Je reprends mon clavier avec mes fréquences qui sont là. Hop, 182 Hz, c'est quoi? Ben, 182 Hz de battement. Si on l'écoute tout seul, parce que là, il y a un peu de saturation dans mon cordon, c'est amplifié, etc. On rajoute des harmoniques, c'est pas très beau. Ah, est-ce qu'il va réussir à me le faire là? C'est ça, 182 Hz. D'accord? Ok. Bon. Mais est-ce que ça tombe? Ça tombe à peu près entre le Fa, qui est à 175, et le Sol bémol, ou le Fa dièse, qui est à 185. Ah, mais c'est pas exactement dessus. Si je fais battre un 182 avec un 185, je vais avoir mes trois de différence qui vont venir fiche le bazar. Donc, c'est mal parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va essayer de cacher l'interférence sous la note la plus proche. Alors qu'on croyait jouer juste, on a utilisé exactement le peigne de fréquence normalisé autour du diapason. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Que le musicien, pour finalement jouer sympathique, il va être obligé de jouer faux. Tiens. Donc si vous faites de la musique et que votre prof vous dit « Ah, c'est faux ce que tu joues », non, c'est une justesse différente. Ah. Vous dites c'est une justesse, comment on va dire, d'interférence, c'est ça. Là, normalement, j'ai prévu deux notes ensemble, le Fa et le La, et puis j'ai décalé tranquillement de quelques hertz pour qu'elles viennent juste se caler sur la note d'à côté. Alors, pas n'importe quelle note d'à côté, regardez. 698, 880, on se dit, ah oui, le plus proche, c'est le 185. Je vais me caler sur le 185. Mais les gens qui ont fait un peu de musique diront que si je fais jouer en même temps un Fa et un Sol bémol, celui-là et celui-là, ça fait pas beau. Ça fait un gros pavé sur le clavier, c'est très moche. On va plutôt aller décaler pour jouer la note du même nom. Comme c'est indiqué ici. Pourquoi la note du même nom? Parce que finalement, celle-ci serait harmonique de celle-là, et donc ça passera très discrètement. Donc on va modifier plus que prévu pour aller cacher sous la note du même nom. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est de modifier celle-ci pour que les deux Fa soient identiques. Alors j'essaie de... Écoutez bien, parce que là c'est vraiment très ténu. Vous l'entendez, le Fa grave? Après, je vous le remets. Au début, on entend une espèce de grondement qui est légèrement au demi-ton, et hop, on l'entend qui rebaisse. Je vous le remets encore une fois parce que c'est vraiment ténu. Hein. Vous l'entendez, cette petite variation? Oui, bon, il y en a quelqu'un qui l'a entendu, ça me satisfait. C'est un petit peu fin quand même, il faut reconnaître. Allez. Donc le son est rarement une sinusoïde. Hein. On a parlé beaucoup des sinusoïdes qu'on allait cacher les unes sous les autres, etc. Mais finalement, le son, on a vu qu'il avait une transformée de Fourier, beaucoup d'harmoniques, etc. Pourquoi y a-t-il des harmoniques? Eh bien, parce que tous les systèmes à cordes, à moins qu'on vienne les frotter exactement sur le ventre, sur on gratte le ventre, ils marchent aux premières harmoniques qu'on appelle le fondamental. Mais si on les attaque pas exactement au milieu, mais au quart, par exemple ici, eh bien, on va mettre en vibration un mode de vibration. Vous voyez, ça, c'est ma corde vibrante qui va venir faire des nœuds et des ventres. On va mettre en œuvre un mode de vibration qui va créer un nœud au centre. Alors, comment est-ce qu'on fait? En général, on vient juste toucher la corde au centre, on tape dessus n'importe où ailleurs, et on a l'harmonique, c'est-à-dire la fréquence octave. Si on fait ça un petit peu plus loin, progressivement, on va pouvoir créer des harmoniques
plus aigu. Donc sur les cordes vibrantes, si vous vous rappelez ceux qui font de la guitare, où est-ce que vous grattez votre corde? Plutôt par là, hein, par rapport au manche, hein, par rapport à l'endroit où elle est attachée. Et dans ce cas-là, eh bien, vous risquez d'exciter pas mal d'harmoniques qui sont là, plus le fondamental bien sûr. Alors ça dépend d'un certain nombre de paramètres, la grosseur de la corde, sa tension, etc. Ça change bien sûr, parce que dès que vous mettez le doigt dans une case, vous changez la longueur de la note, mais si vous grattez au même endroit, vous n'êtes plus pareil sur la suite des harmoniques. Donc bon, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail ici. Mais on va se rappeler que toutes les cordes vibrantes, donc j'inclus les pianos, les harpes, les guitares, les violons, etc., fonctionnent avec ça, les harmoniques. Et dans les pianos, eh bien, il y a premièrement les harmoniques aussi, parce que si vous regardez les marteaux des pianos, on ne les voit pas, ils sont tous là normalement. Ils sont tous en ligne. Donc ils tapent tous au même endroit, mais pas à la même proportion de la corde, puisque vous avez les cordes aiguës qui sont courtes ici, et les graves qui sont d'autant plus longues là-bas que vous êtes riche. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe pour un clavecin, le clavecin c'est encore mieux, parce que clavecin, c'est en gros l'ancêtre du piano, il avait des touches et des cordes, pareil. Et on a ce qu'on appelle les plectres, qui viennent, c'était des petites griffes d'oiseaux il y a très longtemps, puis maintenant on les fait en plastique, qui viennent juste griffer la corde avec une très petite force sur un endroit qui est en ligne juste devant là. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne énormément d'harmoniques parce que les cordes clavecin sont très fines et en métal pur. Tandis que dès qu'on attaque des cordes de guitare, violon, violoncelle et autres, elles sont en lame métal avec un filage autour. Et ça change beaucoup de choses. Alors écoutez, une note de clavecin. Il peut y avoir mieux. Je suis au plus fort là. Vous voyez que le son évolue énormément au cours du temps. Alors on n'entend pas très bien les aigus, mais alors vous me croyez sur parole. Ça c'est le spectre en question. Voilà le fondamental. Première harmonique, deuxième harmonique, il est là. Donc au fondamental on l'appelle aussi harmonique 1 parfois. Donc 2F, 3F, 4F, 5F, etc. Voilà, donc on a tout ça comme harmonique sur la note de clavecin que vous venez d'entendre. Et vous remarquez que le fondamental est plus faible que les harmoniques de E3. Et donc souvent les harmoniques, c'est ce qui fait le timbre. C'est-à-dire que c'est à ça qu'on reconnaît une note, une sonorité par rapport à une autre, non pas par la hauteur de la note elle-même qui chante, mais par rapport à la façon dont on va favoriser un groupe d'harmoniques par rapport à d'autres. Alors, c'est hors sujet pour aujourd'hui, mais vous-même, vous avez un générateur de fréquences qui génère beaucoup de fréquences, et vous avez des résonateurs internes, qui sont vos cavités de la gorge, cavités de la bouche, larynx, etc., qui vont favoriser un groupe d'harmoniques par rapport à d'autres, et qu'on va appeler votre voix. Et la cavité nasale également. Bon, donc, voilà les sons complexes. Avec tous ces harmoniques, là, vous voyez, c'est plus des sinusoïdes. J'ai fait volontairement rajouter 5 ou 6 harmoniques là-dessus. Ça fait un son qui ressemble un peu plus à une trompette. Écoutez. Bon, conclusion, on les entend encore, les harmoniques. Donc, même quand on joue de la trompette, ça veut dire qu'il faut penser à jouer à peu près juste. Bon, comment on va cacher les interférences? Il y a différentes options. Si tous les demi-tons sont égaux, rien n'est juste. On est d'accord? Vous êtes convaincu de ça maintenant? Dès que je vais jouer deux notes ensemble, ça va me créer une harmonique, une interférence qui va aller tomber au mauvais endroit. Donc ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on appelle le clavier tempéré, lapsus. Ceux qu'on fait du piano, qu'on jouait du Bach. Bach a écrit deux volumes qui s'appellent le clavier bien tempéré. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme intérêt à ça? Si tous les demi-tons sont égaux, peu importe là où je commence, la musique sonne pareil, c'est des rapports de hauteur entre les fréquences. Avant, on ne pourrait pas dire que ce n'était pas possible, ce n'était pas souhaité. On pourra faire une querelle après là-dessus. C'était parfaitement connu, mais ce n'était pas souhaité de faire les demi-tons égaux parce que rien n'est juste. Mais on a des moyens de le cacher, on a d'autres moyens de le cacher. Si, je reviens un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on le cache? On peut aussi faire des faux résultats d'interférence. C'est-à-dire, vous voyez cette espèce de vibration, et je change juste le terme un peu, ça fait vibrato. Ça y est, vous avez compris. Si je fais un vibrato qui est plus important que celui qu'aurait créé mes notes, j'arrive à cacher le problème. Voilà. Ça, c'est une autre façon de faire. Donc on peut jouer à plusieurs, et quand on n'est pas très nombreux, on fait un fort vibrato. On finira bien par se croiser sur la justesse à un moment. Je vous donne des trucs de musicien là. Alors, mais si on raisonne un peu en mathématiques sur les instruments qui n'ont pas la possibilité de s'accorder du tout, c'est-à-dire je pense à un orgue par exemple. Un orgue, les gens viennent régler la longueur des tuyaux,
il passe une fois par an et c'est terminé, quand on a de la chance. Les quintes sont justes. On peut décider, par exemple, on va faire toutes les quintes parfaitement justes, c'est-à-dire le rapport 3,5, pardon, par rapport à la fréquence d'avant. Ils sont justes tant qu'on peut, parce que quand on va empiler les quintes, on va se rendre compte qu'on va retomber sur d'autres notes, et puis après, on ne pourra plus les rendre justes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier certaines tonalités qui sonneront justes, ça veut dire qu'ils utiliseront les intervalles sur lesquels on aura réglé la justesse harmonique, donc la vitesse mathématique. Et puis on va essayer de cacher les autres. Alors on va cacher les écarts trop importants, hein, ces écarts qui vont faire des interférences désagréables. On va les mettre dans des intervalles rares, et ils sont normalement très rares. Hein. On essaie de ne pas les jouer dans la musique, donc on va demander au compositeur, qui est au courant du problème, de passer rarement par là. Hein, de ne pas obliger le musicien à jouer ces intervalles-là, ou alors, il va le faire à un endroit extrêmement dramatique, hein, où il faut qu'on ait très peur. Et ça marche. Hein. C'est vraiment ce qui se passait à l'époque. On appelle d'abord ces quintes qui sont mal casées dans les endroits où c'est très 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 faux, hein, beaucoup plus faux que tout ce que je vous ai fait entendre jusque-là. On appelle ça des loups, tout simplement, parce que ça hurle. Voilà. Et donc, le compositeur, il essayait de faire en sorte, à l'époque, que toutes les tonalités qui tombaient juste du point de vue mathématique représentent quelque part l'état un peu apaisé de la musique, donc au début, et puis après, il s'embarquait dans une petite aventure, et puis il raconte son histoire, en gros, de compositeur, et puis il y a des moments, il y avait beaucoup de tension dans son discours musical, et en plus, c'était complètement faux derrière. Et puis à la fin, il retourne à son état final, tout happy end, quelque part, tout est apaisé, il retourne dans la tonalité où les mathématiques sont un peu plus clémentes avec l'auditeur. Et pour terminer l'exposé, on a vu tout ce que c'était ces interférences autour de 0,5%. Ça pouvait être désagréable, oui, mais est-ce qu'on peut les rendre utiles, ces interférences en général? Je vais prendre l'exemple de l'optique, parce que c'est mon métier, et des micro-ondes, parce que finalement, on en a partout autour de nous. Si on regarde le plan de fréquence général, de fréquence et de longueur d'onde, donc on a ici la longueur d'onde, on a la fréquence ici qui augmente, donc les longueurs d'onde, vous voyez, ça va dans ce sens-là, hein, ça augmente vers la gauche, parce que plus la fréquence est faible, plus l'onde a le temps de se propager, donc parcourir une grande longueur avant d'avoir fait effectué son cycle vibratoire. Donc, les ondes et les fréquences varient en sens inverse, les longueurs d'onde et les fréquences varient en sens inverse l'un de l'autre. On se rappellera que on a les ondes radio par ici, et que les ondes radio, la longueur d'onde, c'est votre maison. Hein, et puis alors l'histoire de ce point, c'est rigolo, parce que quand je le projette, c'est plus pareil, bien sûr. Il est plus gros. Hein, donc là, on est sur les ondes millimétriques. Donc, on se rappellera que l'optique visible, c'est une toute petite portion des ondes qui a une particularité, une seule, c'est que nous possédons avec nous en permanence les détecteurs pour l'observer. Mais ça se comporte exactement comme tout le reste autour. Exactement, c'est les mêmes lois physiques, c'est les mêmes propriétés. Alors, sauf qu'on a des détecteurs. Du coup, commercialement, on développe ça. Et après, on a l'ultraviolet, on continue, on a le rayon X, les rayons gamma, etc. Donc, c'est des rayons qui vibrent beaucoup plus vite et qui sont donc beaucoup plus énergétiques. S'ils vibrent plus vite, petite remarque, si on tombe dans l'ultraviolet, par exemple, s'ils vibrent plus vite, la longueur d'onde est plus courte, ils peuvent donc entrer en interaction avec des objets plus petits. Et donc, les objets les plus petits qui sont un peu gênants, avec lesquels il vaut mieux éviter d'entrer en interaction, c'est votre ADN. Donc, pourquoi aux ultraviolets on risque d'attraper des cancers de la peau? Parce que les ultraviolets cassent votre ADN en les faisant entrer en résonance, en interagissant avec. Par contre, les micro-ondes, vous regardez ici, on est de l'ordre de 10-2 en longueur d'onde, on sera aux alentours du gigahertz ici, et là on sera sur une des fréquences de résonance, non pas de votre ADN, mais de la molécule d'eau. Et donc si la molécule d'eau rentre en résonance, ici, eh bien, vous pouvez la faire chauffer. Donc, vous pouvez la faire chauffer, celle qui est dans votre four ou celle qui est à côté de votre téléphone portable, par exemple, c'est votre tête. Il y a beaucoup d'eau dans la tête. Alors, on va se rappeler qu'on est dans l'ordre de 10 puissance 14 Hz ici pour l'optique, hein, d'accord? Et que les micro-ondes, on sera à 10 puissance 9, 10 puissance 10. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque comme rapport entre ces deux-là? 10 puissance 14, 10 puissance 10, et bien on sera à la fraction de pourcent.
Ça, c'est une fraction de pourcent de ça. On a un rapport à peu près 1000, 10 000. Bon, eh bien, c'est pas très loin du rapport de 0,5% que vous entendiez tout à l'heure en battement à l'oreille. Donc, on va faire comme ça. On va prendre des ondes optiques qui vibrent vers 190 THz. On va les faire se mélanger. Alors, il y a différents types de mélanges possibles. Dans une fibre optique. Et on les met sur un récepteur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le récepteur, il va voir la fréquence moyenne, mais ça, il ne la verra pas. Et il va voir surtout la différence. Et on aura créé un signal électrique à la différence de fréquence des ondes, qui sera de plusieurs gigahertz. Alors ça, c'est pour le principe. Si on regarde maintenant un système commercial terahertz, eh bien, je suis allé sur Internet pas plus tard qu'hier, et j'ai vu que, par exemple, j'ai tapé générateur terahertz, et puis je suis tombé sur ce site-là. Et je me suis dit, mais ça, c'est super intéressant, regardez. C'est comme un Michelson fibré. Alors, regardez, on met un laser ici, on met un autre laser là, on les injecte tous les deux dans ce qu'on appelle un coupleur, mais vous faites pareil avec une lame séparatrice, c'est la même chose. Hein, et puis vous avez deux sorties, toujours, où vous avez un mélange dans chaque. Bon, au lieu d'avoir un détecteur, là, au lieu de mettre un détecteur, on injecte une deuxième source. Et ça revient au même. On peut faire ça avec un Michelson. Et ici, vous avez un mélange des ondes là, puis un autre mélange des mêmes ondes là. Et donc là, là j'ai pris ça sur le site. Hein. C'est totalement honnête de ma part. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici comme expression mathématique? C'est la mise au carré de mes sommes de sinusoïdes de tout à l'heure. C'est rigolo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, on a une multiplication d'une sinusoïde avec une fonction enveloppe ici, qui est la différence des fréquences. On voit bien nu1 moins nu2. Donc, c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Alors, pour détecter ça, ou pour émettre ça plus exactement, on prend des générateurs micro-ondes. Et donc, on les a fait avec des lasers. Ces lasers, on les a parfaitement accordés ici, et on remarque que les interférences deviennent de moins en moins visibles sur le champ électrique après. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre ça sur des miroirs. On a un générateur micro-ondes, un petit miroir, et puis on met l'échantillon au milieu. Alors, regardez les fréquences. Alors, les fréquences, on est à 1 GHz, et puis voilà, on a 200 GHz ici, regardez. Donc, à 1000 gigas, c'est 1 THz. Donc, on est sur ce qu'on appelle les ondes THz. Mais alors, quand on regarde les actus, qu'est-ce qu'on en dit, les ondes THz? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est les ondes qui déshabillent. Hein. Vous vous rappelez de ça? Dans les aéroports, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Hein. C'est pour chercher, là c'est le ceinturon, puis derrière, là, j'ai la même avec le pistolet qu'elle a dans le dos. Hein. Donc c'est très très à la mode pour ça. Bon, on peut aussi, donc dans les aéroports, on vous demande de lever les mains et puis on vous scanne avec ce genre de choses. Alors il y a d'autres applications plus sympathiques, notamment, c'est d'aller regarder, si on utilise la fonction transparence des terahertz, d'aller regarder sous des œuvres d'art ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on peut aller regarder derrière des couches de peinture ou derrière des couches de revêtement pour regarder la transparence de ce qu'il y a derrière. Et souvent, les artistes des siècles passés, ils utilisaient plusieurs fois le même support en le recouvrant. Et donc, si on doit choisir quelle œuvre on va observer, en détruisant toutes celles qui ont été faites après, c'est un peu dommage. Et donc, avec ça, on peut les extraire toutes. Alors, il y a d'autres techniques pour aller regarder sous les peintures. Il y a notamment ce qu'on appelle l'OCT, la tomographie optique cohérente. Encore un truc qui permet d'aller regarder soit sous la peau, soit sous la peinture, et qui est fait avec un Michelson. Donc, c'est bien le Michelson pour ça.